oui à des trucs, à des requêtes, à des personnes, et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on a dit oui. Et en partant, on se dit, tiens, on s'est fait avoir. Donc là, je vais développer avec vous les éléments de base de la persuasion, les facteurs qui nous poussent à accepter ou à refuser une proposition. D'accord? Vous pouvez m'envoyer des messages de temps à autre si c'est vraiment urgent. D'accord? Mais sinon, on laissera les questions pour après parce qu'on va ouvrir un débat. Donc là, mes chers amis, comment développer ce pouvoir de détecter si ou non on est manipulé? Donc là, normalement, il existe 6 principes psychologiques universels qui sont capables d'influencer les comportements humains. Donc, comme vous le savez, nous vivons tous et tous les jours une multitude de situations complexes dans lesquelles nous devons faire des choix sans disposer d'informations qui sont soit exhaustives et complètes sur la situation. Pour cela, ben, nous devons avoir besoin de raccourcis qui vont faciliter un peu la prise de décision en minimisant l'énergie mentale qui va être impliquée et en maximisant un peu la probabilité ou notre probabilité de faire de bons choix. Donc aujourd'hui, nous allons voir tous ensemble les 6 principes universels parce que pourquoi est-ce qu'ils sont universels? Parce qu'ils marchent à tous les coups. D'accord? Donc maintenant, si on apprend ces principes-là, on peut les utiliser pour persuader, mais on peut les détecter quand on est face à une manipulation. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, ces 6 principes psychologiques fondamentaux, ils sont le fruit de millénaires d'évolution sociale. Ils sont de parfaits raccourcis que vous utiliserez de manière automatique afin d'obtenir très souvent d'excellents résultats. Donc, ces stratégies, normalement, elles sont utilisées par des professionnels et on va expliquer ça après. C'est pour influencer un peu nos choix en tant que consommateurs, la publicité. Et parfois, cette utilisation, elle est un peu sournoise. Donc, comment ça sournoise, comment vous expliquer? C'est avec l'objectif, par exemple, de nous tromper ou de nous pousser à faire un choix autrement autre que ce qu'on aurait pu faire s'il n'y avait pas cette publicité. Et là, on peut carrément parler de manipulation. Oui, effectivement, nous sommes manipulés face aux publicités parce que les gens qui font les pubs, c'est des gens, des spécialistes de la psychologie et c'est des gens, c'est des spécialistes du comportement humain. Donc, même s'il y a des tactiques, il y a des milliers de tactiques normalement de persuasion, mais sachez qu'elles sont toutes reconductibles aux 6 principes psychologiques qui régissent le comportement humain. Ce sont ces 6 principes qui regroupent toutes les tactiques de persuasion. Donc aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, les découvrir ensemble. Alors, sans plus attendre, allons-y. Bismillah. Le premier principe, c'est un principe qui est très très fort. Donc, c'est le principe de réciprocité. Donc, cette règle dit que nous devons repayer chaque avantage que nous recevons. Elle s'accompagne d'un sentiment d'obligation. Eh bien, la règle, elle est tellement importante dans notre vie sociale qu'aucune société humaine n'y échappe. Mais une société humaine existante échappe à cette règle. C'est pour ça que je les ai nommées les règles universelles. Cette règle-là, le principe de réciprocité, eh bien, elle permet d'éliminer l'inhibition naturelle aux transactions. Dès qu'il y a une transaction, eh bien, elle est favorisée par ce principe de réciprocité. Je vais vous expliquer. Donc, parfois, un individu, il peut donner quelque chose à un autre en sachant qu'il ne s'agit pas d'une perte. Ça veut dire que je donne d'abord, je reçois après. Donc, cette réciprocité, bien sûr, elle a permis aussi de développer des systèmes d'aide, de protection et d'échange au sein des sociétés humaines. Mais cette règle est suffisamment forte qu'elle nous pousse à accepter une requête que sans l'obligation de réciprocité, nous aurons décliné tout simplement. Je vous donne un exemple.
Eh bien, vous avez tous fait l'exemple, l'expérience. Il y a un mendiant qui s'approche de vous. Il vous met dans la main soit une fleur, un petit bracelet de rien du tout. Il vous met quelque chose dans la main. Et il refuse ensuite de la reprendre. Il insiste que c'est un cadeau. Et puisque vous, vous allez vous sentir endetté envers ce monsieur, et ce sentiment, il est désagréable. Donc, vous allez préférer laisser du bakshish, un pourboire ou un peu d'argent, plutôt que de partir avec le sentiment d'obligation. Donc, je crois que vous commencez maintenant à saisir un peu ce principe de réciprocité. Par exemple, aussi, la personne qui vient, vous êtes dans un feu rouge et qui vient nettoyer votre pare-brise sans que vous le lui demandiez, eh bien, vous vous sentez obligé de lui donner quelque chose en partant. Et c'est ça, ils utilisent ce principe, le principe de réciprocité. D'accord? Donc, une facette de la règle est que nous devons faire une concession à qui nous en a fait une. Yani, si quelqu'un vous a fait une concession, vous devenez obligé de lui en faire une à votre tour. Toutefois, c'est aussi un bénéfice social parce que tout groupe humain, il a intérêt que ses membres travaillent ensemble sur des projets communs. Il faut alors concilier les désirs incompatibles de chaque individu et favoriser la coopération. Ce principe favorise la coopération. Les concessions mutuelles, ils permettent ça. C'est ça, faire des concessions, parce que l'autre personne, elle a fait elle aussi des concessions. Donc, nous pouvons faire les premiers sacrifices au bénéfice de notre partenaire qui est alors obligé d'en faire un autre en échange. Ce principe est d'autant plus efficace qu'une fois enclenchées les concessions mutuelles, eh bien, les deux parties, ils se sentent responsables d'arriver à un accord final. OK? Donc, un exemple, cet aspect, par exemple, de la règle peut être exploité à notre désavantage, comme par exemple un vendeur, ça aussi, ça nous arrive, il nous présente d'abord une grosse requête. Après notre refus, il nous présente une requête plus petite. Et j'ai déjà parlé de ça la semaine dernière, c'est du trop au convenable. On passe du trop au convenable. Et le vendeur, il vous propose un produit qui est très très cher. Et après, puisqu'il sent que vous lui êtes redevable parce il vous a présenté le produit, alors il vous présente réellement le produit qu'il a envie de vendre. Et là, ben, vous achetez le produit parce que c'est une concession mutuelle. Vous savez, mes amis, le poids psychologique de cette règle, il est si fort qu'il est impossible d'y résister. Moi, je vous le dis. Donc, pour éviter d'en être victime, il vaut mieux la prévenir. Comme on a dit tout à l'heure, on va apprendre les principes de manipulation. On ne va pas les utiliser, mais on va s'en prévenir. Et c'est le but. C'est le but de ce webinaire. Donc là, il ne faut pas aussi oublier, même s'il faut s'en prévenir, par exemple, mais il ne faut pas oublier que dans la plupart des cas, cette règle elle est avantageuse et le refus systémique ou systématique, ce n'est pas une bonne idée dès le départ parce que les gens, ils sont honnêtes jusqu'à preuve du contraire et ils s'efforcent de bien appliquer ce principe de réciprocité. Mais il y a un mais dans l'histoire, c'est que si vous réalisez que la faveur initiale n'est qu'un artifice pour vous faire accepter une concession que vous aurez refusée autrement, voyez votre interlocuteur non pas comme un partenaire, mais comme un profiteur. Comme le signal d'alarme. OK? Donc, dès que la situation est vue comme une tentative de manipulation, vous êtes libéré de l'obligation de réciprocité. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est venue avec un geste calculé. Donc ça, c'est le premier principe, c'est le principe de réciprocité. D'abord, maintenant, on va voir le deuxième principe. Eh bien, tout simplement, le deuxième principe, c'est le principe de cohérence, le mantiq. Donc, cette règle, elle a aussi un rôle social précis. Pourquoi? Parce qu'elle permet de donner certitude et continuité à nos relations avec les autres. Parce que être cohérent est valorisé. Quand tu es cohérent, tu es valorisé par tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une preuve de force de caractère, d'honnêteté et de rationalité. Mais quelqu'un dont les opinions et les paroles ou les actes ne concordent pas est considéré comme faible, hypocrite
incapable de tenir une décision. D'accord? C'est pour cette raison que ce principe, il est universel, il est puissant. Donc, chacun a donc un désir très fort d'être cohérent dans son comportement. Et c'est humain. Les humains sont bons jusqu'à preuve du contraire. Nous ne sommes pas mauvais. Donc, ce qui comporte un avantage supplémentaire, une fois que nous avons pris une décision, eh bien, nous n'avons plus besoin de dépenser notre énergie mentale à peser le pour et le contre. Pourquoi? Parce que c'est une décision qui a été prise avec cohérence. Donc, ce qui permet en fin de compte de maîtriser un environnement complexe avec un minimum d'efforts. Ben, le problème qui se pose, c'est que cette habitude à la cohérence est tellement ancrée en nous que nous l'appliquons même quand elle n'est pas l'attitude la plus appropriée. Et on le dit parfois, le ma'qoul ديالنا تيخرج علينا. Notre logique, la logique avec laquelle nous avons grandi, les grandes valeurs que nous avons eues, parfois c'est notre grand malheur. Et là, on va voir comment se prévenir un peu de ce principe de cohérence pour ne pas être manipulé avec ce principe-là. Eh bien, il faut savoir que la cohérence, elle est déclenchée par l'engagement. D'accord? La cohérence, elle est déclenchée par l'engagement. Yani, si j'arrive par exemple à obtenir de vous un engagement quelconque, à vous faire prendre une position sur quelque chose, même si elle est petite, eh bien, ça sera pour moi très simple de vous faire pousser à tenir un autre engagement qui est plus grand parce que vous êtes cohérent, parce que vous vous êtes engagé. Comme un exemple. Par exemple, moi j'étais délégué médical, et bien, il y avait le contrat moral entre le médecin et le délégué. Le délégué, il rentre pour les gens qui connaissent le métier de délégué, en disant salut à M. Khalil. Donc, les gens qui connaissent le métier de délégué médical, le délégué médical, ils ne vont rien au médecin. Non, il rentre voir le médecin, il lui présente ses produits, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend de lui l'engagement de la prescription. C'est un contrat moral. Donc, c'est un principe de cohérence. C'est logique. Je suis venu te voir médecin, je t'ai présenté mes produits, je prends un engagement moyennant. Est-ce que je vais vous donner des échantillons? Est-ce que je vais participer à votre formation continue ou ADA? Mais je prends un engagement. Donc, ce que je fais, c'est cohérent. Sinon, pour ne pas aller dans le métier de délégué, ben, je vais vous donner un autre exemple. C'est un exemple qui est très répandu. C'est le fameux pied dans la porte. Par exemple, quand vous êtes, et ça m'arrive parfois quand je pars dans les marchés ou surtout devant les restaurants de poissons, eh bien, les gens ils crient, venez monsieur, venez, vous allez adorer. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à ce que vous mettiez le pied dans le local, dans le restaurant ou dans le magasin. Une fois vous vous êtes engagé, vous avez donné un premier engagement, eh bien, le deuxième engagement de l'achat, il est facile. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes là parce que vous avez un besoin, soit de manger, soit d'acheter quelque chose. Alors, la personne qui va vous attirer et qui va prendre de vous l'engagement de rentrer dans son magasin, eh bien, tout simplement, elle a gagné. Et l'engagement dans notre vie, normalement, personnelle et professionnelle, il est davantage renforcé s'il est mis, par exemple, par écrit ou s'il est fait publiquement. Je m'engage solennellement devant les gens. Ou si nous pensons l'avoir choisi librement et sans pression externe. Donc, quand on rentre dans un magasin, on ne se dit pas que le vendeur il nous a tiré par les bras, mais juste il nous a incité à rentrer. Donc ça, c'est un engagement. Donc, bien que la cohérence soit en général louable, voire indispensable, il faut éviter l'application systématique et sans réflexion. Pourquoi? Pour éviter de vous retrouver piégé. Et c'est ce que je vous conseille, c'est qu'il faut apprendre à écouter votre corps. Par exemple, il y a dans des cas évidents, parfois on sent un creux dans l'estomac. On a cette sensation, cette boule. On se dit, et quand une fois, lorsqu'on se fait duper, on parle à notre conjointe, je le savais, j'étais pas à l'aise quand j'étais en train de lui parler, je savais qu'il allait me duper. Donc là, il y a un message et apprenez, moi je vous le dis, apprenez
à maîtriser et à écouter votre corps parce que vous allez avoir un message qui va partir de votre estomac direct dans votre cerveau et il va vous dire attention, tu es en train de te faire avoir. Quand tu as tu sais il a pratiqué ce principe de cohérence, eh bien, dites-vous qu'il y a quelque chose. D'accord? Il y a quelque chose qui cloche. Donc là, je reviens sur mon engagement premier. D'accord? Parce que la réaction, elle est plus subtile. Elle ne dure que quelques secondes. Donc, dans ce cas, on peut alors se poser la question avec des éléments factuels dont vous disposez, indépendamment des choix que vous avez faits. Quelle décision est-ce que je vais prendre? J'éclaire un peu ma vision, je fais un retour en arrière et comme on a vu la semaine dernière, qu'est-ce que je veux? Est-ce que ce que je vais faire est utile pour moi? Est-ce que je suis clair avec mes pensées? D'accord? Donc là, on a vu le deuxième principe. Là, maintenant, on va voir le troisième principe. Eh bien, le troisième principe, c'est ce qu'il y a de plus répandu actuellement. C'est le principe de la preuve sociale. Donc d'abord, qu'est-ce que la preuve sociale? Eh bien, tout simplement, le concept de preuve sociale eh bien, est un phénomène social et psychologique. Il est aussi décrit sous le nom d'influence informationnelle qui se produit lorsque des individus ils copient le comportement d'autrui. ياك كنشوفوا وحدين كنديروا بحالهم. Ce phénomène هو اللي مسمي دابا c'est ce qu'on appelle maintenant le buzz. Cette vidéo, il a fait le buzz. Ce comportement, ou là, ce monsieur-là, il a fait le buzz. Eh bien, le buzz, ça vient d'ici, du principe de preuve sociale. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, la preuve sociale, elle prend une ampleur qui n'a jamais été prise auparavant. Pourquoi? Parce que avant, on vivait en communauté, les communautés qu'on voyait, avec lesquelles on était en contact. Maintenant, nous sommes en contact avec des milliers de personnes. Donc, le principe de preuve sociale, il a augmenté. Alors, ce principe, comment est-ce qu'il fonctionne? Ben, les paroles, les opinions, les actions des autres sont l'une des plus puissantes sources de motivation auxquelles nous soyons confrontés. La perspective d'être accepté est une importante source de motivation intrinsèque. C'est que je veux être comme les autres. Et là, j'ai mis une phrase, 95% des gens sont des imitateurs et 5% seulement sont des initiateurs. Et ça a été prouvé scientifiquement. C'est que dans la population, il y a toujours 5 personnes qui initient un mouvement et c'est 95% qui les suivent. Tellement ce principe de preuve sociale, il est fort, il est puissant. Moi, je vous ai dit au début, ces 6 principes, ce sont des principes qui sont puissants, qui sont universels. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous choisissons beaucoup plus, pardon, nous choisissons souvent de nous conformer plutôt que de suivre notre propre voie. Et cette tendance, elle est renforcée par notre conviction que les autres ont toujours plus de connaissances que nous dans une situation donnée. On se dit que oui, d'après ce qu'ils disent, tout le monde fait ça. Ben, tout le monde aujourd'hui je dis n'importe quoi, passe ses vacances en Espagne. C'est une preuve sociale. Donc, même si je n'aime pas l'Espagne, même si je ne parle pas espagnol, je vais aller partir en Espagne. Pourquoi? Parce que la preuve sociale. Les gens y mettent des photos de Granada, de Malaga, de Costa del Sol, de Benidorm, d'Alicante. Ben, moi aussi, je dois partir. Pourquoi? Parce que je dois intégrer le système de preuve sociale. Eh ben, ce principe, il s'applique aussi dans les situations où nous ne savons pas bien quel comportement adopter. Parfois, nous jugeons un comportement approprié si nous voyons d'autres personnes l'adopter. OK? Donc, c'est quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on a à faire, qu'on est amené à respecter ou là qu'on est induit par ce principe d'IEL, la preuve sociale. Nous faisons moins d'erreurs en nous conformant aux autres qu'en allant à leur rencontre. C'est comme ça que nous pensons. On veut suivre le troupeau. Ben, c'est pour ça que j'ai mis la photo là en haut. C'est que voilà l'initiateur et les imitateurs, ils sont pleins. D'accord? Comme un exemple. Par exemple, là maintenant, ça se passe dans les grandes villes, que ce soit au Maroc, que ce soit ailleurs. Parfois, on assiste à une agression, un vol ou une agression. Eh bien, les gens, ils sont là, ils se regardent autour, personne ne réagit. Donc, c'est le bon comportement à adopter. Tout le monde est tranquille, ma conscience est tranquille parce que personne n'a agi, personne n'a réagi. Et là, j'ai suivi le principe de la
de la preuve sociale. Eh bien, le pilote automatique, parfois, il faut le désactiver. Pourquoi? Parce que c'est plus un ennemi qu'un allié. Parfois, on se retrouve en train de faire des choses que la majorité des gens font et qui ne nous concernent pas et qui ne nous intéressent pas et qui ne vont pas nous valoriser. Et c'est ce fameux, quand je parle par exemple avec quelqu'un et je lui dis, mais arrête d'être scotché tout le temps à ton téléphone, il me regarde d'un air vraiment, il est sûr de lui, il me dit, mais tout le monde tient un téléphone dans la main. Mais tout le monde fait ça. Eh bien, allez-y, cherchez dans le Coran. وشوفوا شكون هما وما أكثرهم وما أكثرهم في ضلالة وكثير منهم في جهنم. Dima la masse, toujours la masse. Eh bien, c'est pas franchement la joie avec la masse. Hein. Moi, je vous le dis. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à identifier les situations où il y a des erreurs. D'accord? Par exemple, on a comme un cas qui est représenté par la manipulation volontaire des informations. Il y a des indices qui ont été délibérément falsifiés, par exemple, pour nous pousser vers des conclusions erronées. Eh bien, c'est tout simplement c'est le cas de certaines publicités. 70 000 personnes recommandent, les médecins recommandent, les CADA. Donc, on essaye de vous parler que la masse il a acheté ce produit. Donc, allez-y, achetez-le. Un autre cas aussi est celui où la personne ne sait quoi faire quand nous sentons que notre réaction instinctive et les indications données par le groupe sont en contradiction. Donc, je le ressens. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut enlever, comme je vous ai dit, le pilote automatique et évaluer la situation de manière réfléchie. Et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Toujours se recentrer sur soi-même parce que vous êtes la personne la plus importante dans n'importe quelle situation. Quelle que soit la situation, avec votre mari, avec votre femme, avec votre patron, avec je ne sais qui, vous êtes la personne la plus importante dans la situation, dans la négociation, dans tout ce que vous voulez. Alors pensez d'abord à votre bien et pensez à ce qui est important pour vous. Le quatrième principe, mes chers amis, ben, tout simplement, c'est le principe de la sympathie. Alors ce principe-là, moi je vous invite à faire très attention à ce que je vais dire. Pourquoi? Parce qu'on se trouve souvent dupé, on se trouve manipulé, on se trouve volé même carrément, on se trouve arnaqué par des gens qui sont hyper sympathiques. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment utiliser ce quatrième principe, le principe de la sympathie. Parce que généralement, nous sommes plus enclins à accepter les requêtes provenant de personnes que nous connaissons et qui nous sont sympathiques. J'insiste sur le terme sympathique. Par exemple, le lien d'amitié existant entre deux personnes est de plus en plus utilisé dans des fins commerciaux. Et c'est la technique des grandes sociétés qui ont des agents commerciaux, qui ont des conseillers commerciaux. Qu'est-ce qu'ils leur disent? Soyez sympathiques avec vos clients et créez un lien avec eux, créez un lien social. D'accord? Et bien là, je vais vous citer, pour bien expliquer tout ça, je vais vous citer 5 facteurs principaux qui influencent notre sentiment de sympathie vis-à-vis d'une personne. Le premier facteur, c'est l'aspect physique. D'accord? Donc cet aspect physique-là, c'est quoi? Eh bien, la beauté, elle représente la beauté zine. Elle représente un avantage certain dans les relations sociales. Et zine, la beauté, c'est pas que je suis né beau, mais je peux devenir beau. Comment? Je sais comment prendre soin de moi, je sais quel produit mettre, je sais quel parfum mettre, je sais quelle démarche avoir. J'ai un certain charisme. Donc, d'une manière automatique et inconsciente, nous attribuons aux individus qui ont un bel aspect eh bien, des qualités telles que le talent, la bonté, l'intelligence, l'honnêteté. Dès qu'on voit une personne qui est bien présentée, bien présentable, eh bien, on se dit que cette personne-là, d'accord, eh bien, elle nous donne cette impression. Il y a aussi la similarité. C'est quoi la similarité? Eh bien, c'est que nous aimons ceux qui nous ressemblent. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Que ce soit dans les opinions, la personnalité, le milieu social, le mode de vie, eh bien, on est attiré par ceux qui nous ressemblent.
Et il y a plusieurs études d'ailleurs qui ont montré que nous sommes plus enclins à aider quelqu'un qui est habillé comme nous, tout simplement. Le troisième facteur, c'est les compliments. Faites gaffe aux compliments. Ben, l'idée, c'est que quand quelqu'un nous apprécie, ça génère automatiquement un sentiment de sympathie, même quand nous soupçonnons qu'une flatterie a le but de nous manipuler. Nous aimons croire le bien qu'on dit de nous. Donc les gens, ils aiment être flattés. Mais là, vous allez comprendre que la flatterie aussi, parfois, elle rentre dans ce principe universel qui est la sympathie. Le quatrième facteur, c'est le contact et la coopération. C'est quoi le contact et la coopération? Nous aimons ce qui nous est familier, les gens avec qui on travaille, les gens avec qui nous sommes tout le temps. Plus nous sommes exposés à quelqu'un, plus nous nous voyons d'un bon œil. Déjà, les gens avec qui on coopère dans un climat positif, eh bien, ces gens-là, on devient de plus en plus sympathique avec eux et vice-versa. Mais si par contre, la situation de coopération a été, par exemple, dans un climat de compétition ou, je ne sais pas, de concurrence, eh bien là, il y a un climat d'antipathie qui va être généré. Il y a le cinquième facteur, c'est l'association d'idées. Eh bien, le fait de vivre une situation agréable ou désagréable en même temps et des formes complètement accidentelles, d'être en contact avec quelqu'un ou quelque chose est suffisant pour générer à son regard un sentiment de sympathie ou le contraire, l'antipathie. Par exemple, les compagnons de voyage. Un compagnon de voyage, eh ben, tu deviens très rapidement sympathique avec lui. Pourquoi? Parce que vous avez partagé un moment agréable ensemble. Donc, comme il y a mille manières de susciter la sympathie, il n'est pas possible d'identifier une seule méthode pour nous protéger contre ce principe et quand il est utilisé contre nous. Ben, la manière la plus simple est de faire attention aux situations où nous ressentons de la sympathie de manière inattendue, et j'insiste, de manière inattendue vis-à-vis de celui qui essaie de nous persuader. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un essaie de vous persuader, avant, il devient sympathique, il devient gentil. Donc, quand une personne use d'une sympathie excessive à des fins, et vous savez qu'il va y avoir une fin à sa sympathie, eh bien, la meilleure défense, c'est de dissocier la personne vers laquelle nous éprouvons de la sympathie et la transaction en cours. C'est ça ce que j'aime. Par exemple, dans les profils des entrepreneurs chevronnés, les entrepreneurs qui ont des années et des années d'entrepreneuriat, ils ne sont pas dupés par la sympathie des autres. Non, ils savent où mettre leur sympathie et ils savent comment accepter la sympathie des autres. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, c'est le but même de ce programme, c'est d'apprendre les qualités, d'apprendre les compétences des entrepreneurs pour changer de vie. Donc, le cinquième principe, eh bien, c'est un principe que nous respectons tous, c'est le principe de l'autorité. Solta. Donc, ce principe, mes chers amis, il apporte d'importants bénéfices à l'organisation sociale. La preuve, c'est qu'en temps de corona, tout simplement, les gens qui ont veillé sur nous, eh bien, ce sont l'autorité et le corps médical. D'accord? Donc, un système d'autorité qui est hiérarchisé et respecté, il permet de mettre en place des structures efficaces, que ce soit de production, de ressources, de commerce, d'ordre social, qui serait impossible dans un système anarchique. Donc, l'autorité, elle est de mise. Et grâce à notre éducation, à l'éducation de nos parents et à nos enseignants, nous avons appris que l'obéissance à l'autorité est généralement profitable à cultiver à son égard un sentiment de déférence. Pourquoi? Parce que on doit vivre dans un climat qui est maîtrisé ou qui est géré par des lois et des règles qu'on doit respecter par le biais de qui? Eh bien, tout simplement par le biais de l'autorité. Maintenant, le risque est de tomber dans l'obéissance automatique, même quand cela n'est pas souhaitable. Et là, je vais donner par exemple, là, comme il y a le médecin sur la slide, ben, la médecine, c'est un bon exemple. L'expertise et les connaissances du médecin, ils sont rarement mis en discussion. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que le médecin, il a le pouvoir d'ordonner, il donne une ordonnance, c'est une autorité, il donne une ordonnance par écrit
Au pharmacien, c'est un ordre de délivrance de médicaments. Il lui donne l'ordre de vous délivrer le médicament. C'est une autorité. Maintenant, quand le diagnostic ou la cure, ils sont incorrects, on ne peut pas mettre on ne peut pas discuter les ordres du médecin. D'accord? Donc, pour des patients qui n'ont aucune connaissance dans le domaine médical, comme vous et moi, par exemple, ben, c'est normal de faire confiance aux médecins. C'est normal de leur faire confiance. OK? Pourquoi? Parce que c'est une autorité. OK? Et là, le principe de l'autorité, quand est-ce qu'il marche? Eh bien, tout simplement, par exemple, c'est ce que m'a dit le médecin, c'est ce qu'a dit le ministre, c'est ce qu'a dit le royaume. Lorsque je parle, lorsque une personne parle avec vous, elle essaye d'utiliser une source d'autorité pour vous amener à accepter, parce qu'on est dans notre subconscient, facile à manipuler quand nous respectons l'autorité. Et il y a, moi je vais vous donner là maintenant, 3 symboles d'autorité auxquels nous réagissons d'une manière automatique. Tout d'abord, ce sont les titres. Par exemple, professeur, docteur, magistrat. Donc, il y a un titre. Donc, non seulement les titres ou la profession de nos interlocuteurs influencent fortement nos interactions avec eux, mais ils influencent aussi notre perception de leur aspect physique. Ça veut dire que lorsqu'on voit la personne, la taille, elle est surestimée, elle est systématiquement surestimée. Pourquoi? Parce que quand tu es devant un policier qui t'arrête dans la rue, tu ne le vois pas comme il est égal à égal. Non, c'est quelqu'un qui est en uniforme. Donc, juste ce symbole d'autorité, dans ton subconscient, tu vas surestimer sa position, sa taille et tout ce que tu veux. Les vêtements. Là, je viens de parler de tenue. Eh bien, les vêtements, par exemple, la tenue de police, de militaire ou de médecin, ben, elles sont suffisantes pour déclencher une persuasion automatique. Il suffit d'être habillé d'un beau costard pour influencer davantage, par exemple, ses interlocuteurs. Quand tu es bien habillé, bien sapé, et nous, on vit dans un monde d'apparence, surtout au Maroc. Les apparences, elles sont, je ne dirais pas parfois trompeuses, mais elles sont trompeuses. Mais il y a des gens qui utilisent leurs apparences, et d'ailleurs, les plus grands arnaqueurs, ils sont toujours très bien sapés, très bien habillés. Pourquoi? Parce qu'ils ne négligent pas ce symbole d'autorité. Et le troisième symbole d'autorité, eh bien, il y a les accessoires. Par exemple, c'est pour être associé à une certaine position ou à un statut social. Une belle voiture, des bijoux, des montres luxueuses. Donc, tout ça, ça a le pouvoir un peu d'influencer votre comportement vis-à-vis de leur propriétaire. Donc, dans la majorité des cas, il est opportun, d'accord? Ben, il est opportun de suivre les indications de l'autorité. Ces directives sont, en général, elles sont excellentes. Très bien. Maintenant, pour nous protéger des effets négatifs, il faut apprendre à bien distinguer entre les symboles et l'autorité elle-même. Ça veut dire, wesh had sid ou la had sid ça veut dire que cette personne ou la personne avec qui je parle, est-ce que, mis à part les symboles d'autorité, le titre, les vêtements et les accessoires, est-ce qu'elle est digne d'être une autorité? D'accord? Et plus utile encore, il faut distinguer les situations dans lesquelles une autorité est compétente de celles où elle ne l'est pas. Comme un exemple. Si par exemple, il est opportun, par exemple, de valoriser et de suivre les conseils d'un avocat sur des sujets de droit, eh bien, il n'est pas forcément recommandé de le faire sur des questions de santé. Je ne vais pas aller demander conseil à un avocat sur ma santé. Donc, chaque autorité compétente, eh bien, elle est compétente dans son domaine de prédilection. D'accord? Donc, voilà. Là, maintenant, on va passer au sixième et au dernier principe. Eh bien, tout simplement, c'est la rareté. La rareté, c'est un principe qui est très, très fort dans l'art de la persuasion. Déjà, dans la prise de décision, l'idée de perte potentielle, elle joue un rôle considérable sur votre psyché, sur votre psychologie. Par exemple, pour les gens à qui j'avais déjà proposé de faire des affaires et tout, eh ben, la crainte, par exemple, de perdre 5 000 ou 10 000 dirhams, elle est beaucoup plus forte que la perspective
de gagner cette même somme et de gagner encore plus. Pourquoi? Parce que c'est les principes de rareté. Pour lui, c'est rare de trouver les 5000 et il ne peut pas miser avec ça. Et le principe de rareté, il s'appuie sur deux phénomènes. Ben, le premier, c'est cette Ferrari. C'est l'effet direct qu'un raccourci qui est normalement justifié, une chose difficile à se procurer, elle est plus intéressante qu'une chose qu'on peut avoir facilement. Je vous ai mis cette Ferrari, je me la souhaite et je vous la souhaite aussi parce qu'elle est unique. Il n'y a qu'un seul exemplaire. Donc, l'effet qu'elle est rare, qu'elle est unique, eh bien, les gens, ils vont se l'arracher. Ils vont se l'arracher à des prix exorbitants. Pourquoi? Parce qu'elle est rare. Et le deuxième est de nature psychologique, tout aussi puissant quant à sa capacité d'influencer notre comportement. Ben, à fur et à mesure qu'un objet devient moins disponible, nous perdons une partie de notre liberté et cela nous fait particulièrement souffrir. Et c'est le fameux moins 50%. Par exemple, dans la vente, les malls et tout ça, ils mettent dernier jour des soldes, dernier exemplaire. Il ne reste que deux types de ça dans le magasin. Et là, et lorsqu'on lit par exemple moins 50% rien que le week-end, donc c'est un principe de rareté. Donc là, il ne faut pas juste connaître l'influence de la rareté sur nos décisions pour nous en défendre d'une manière efficace. Ben, cette connaissance, elle est purement intellectuelle. Mais notre réaction au principe de rareté, il est émotionnel. C'est pour ça, même si on sait que les malls, les magasins, les gens, ils jouent avec ce principe, ben, on est amené à être, à suivre le courant et à aller au mall et à aller bénéficier de ces soldes. Pourquoi? Parce que c'est l'émotion qui nous fait bouger. Donc, heureusement pour vous, nous disposons d'une information précieuse pour identifier les cas où nous sommes victimes de ces principes. Ben, il s'agit tout simplement de la raison qui nous pousse à désirer cet objet rare. Donc là où il faut faire attention, eh bien, c'est quand notre choix est dicté par le désir de posséder l'objet et non par l'utilité. Donc si c'est notre intérêt est porté sur l'utilité de l'objet en question, eh bien là, nous pouvons être rassurés sur le bien fondé de nos intentions. Ça veut dire que le produit que je vais prendre ou ce produit qui est rare, quelle est son utilité? Est-ce qu'elle peut être remplacée par un autre produit de la même utilité? Donc, ce que je cherche, moi, je ne cherche pas l'objet, mais je cherche qu'est-ce qu'il va me procurer. C'est son utilité qui est la plus. Et là, je me libère du principe de la rareté. Eh bien, mes chers amis, voilà, maintenant, vous connaissez les 6 principes, d'accord, fondamentaux qui influencent vos décisions et vos comportements, qui sont, ben, ces principes, ils sont à la base de la stratégie de la manipulation universelle. Donc là, maintenant, vous les connaissez. Donc, vous avez découvert comment empêcher le déclenchement automatique de ces principes de manière à vous protéger dans les situations où ils sont utilisés à votre désavantage. Maintenant, libre à vous si vous voulez les utiliser pour votre avantage. Et je sais très bien que maintenant, il y en a des personnes entre vous qui vont se dire, tiens, ça, je vais l'utiliser pour ça, ça, je vais l'utiliser pour ça. Eh bien, c'est le but. Mais juste que la cause soit noble. D'accord? Un entrepreneur, il peut pas s'admettre, il peut pas admettre d'être, d'être un menteur, d'être un tricheur, d'avoir des mauvaises qualités. Pourquoi? Parce que son business ne va pas être périn dans le temps. Il va pas rester. C'est pas un business durable. D'accord? Donc voilà. Je vous dis merci. Prenez votre vie en main. Votre seul challenge pour changer de vie, eh bien, tout simplement, c'est de prendre la décision de changer de vie. OK? Donc, je vais arrêter le partage de l'écran. Je vais revenir à vous. Voilà. Donc, voilà, j'ai terminé. Nous sommes à 46 participants. Je vous remercie pour le temps que